Le soleil de septembre filtrait à travers les vitraux de la salle paroissiale de St. Mary Mead, projetant des taches ambrées et roses sur le sol ciré où le comité du Festival des Moissons s'était réuni pour sa dernière séance de planification. Mademoiselle Jane Marple était assise à sa place habituelle près de la fenêtre, ses aiguilles à tricoter cliquetant avec une douce persistance, créant un rythme apaisant sous les voix plus animées qui discutaient des compositions florales et du choix des hymnes. L'air avait cette qualité particulière des après-midi de début d'automne. Chaud, mais quelque peu lourd, comme un souffle retenu avant d'expirer. Et mademoiselle Marple s'interrompit au milieu d'un point pour observer madame Clément Radford disposer le centre de table sur la table d'honneur. Des chrysanthèmes blancs et des roses tardives, très jolies, même si les chrysanthèmes étaient peut-être en avance d'une quinzaine de jours, pour être aussi épanouis, et que les roses d'un rouge profond ne duraient généralement pas au-delà du mois d'août dans les jardins, sauf dans la serre du doyen. « Je pense que le laiton sera magnifique une fois poli », disait madame Radford, sa voix portant cette note vive et insistante de quelqu'un qui s'efforce d'être joyeux malgré une certaine anxiété personnelle. C'était une belle femme d'une quarantaine d'années, toujours impeccablement habillée, les cheveux foncés ne laissant apparaître que quelques mèches argentées aux tempes. La posture militaire due à des années de ce qu'elle appelait une bonne éducation. Son mari, le colonel Radford, avait pris sa retraite à St. Mary Mead 5 ans plus tôt après avoir servi avec distinction en Inde, et le couple s'était rapidement établi dans la classe supérieure du village, achetant l'ancien presbytère et s'impliquant dans toutes les activités respectables, du comité paroissial à l'association conservatrice. J'ai demandé à Parson de s'en occuper personnellement cet après-midi. « C'est très attentionné de ta part, ma chère, » dit le vicaire, le révérend Léonard Clément, qui avait l'air distrait d'un homme dont l'esprit vagabondait perpétuellement vers des horizons plus théologiques que le polissage des cuivres et les compositions florales. Mais j'avoue que je suis plus préoccupé par le solo du jeune Timothy dans la procession d'ouverture. Le garçon a une voix magnifique, mais son timing est tout à fait correct avec une bonne direction, l'interrompit mademoiselle Lavinia Cresswell, l'organiste de l'église, une femme mince et nerveuse aux yeux proéminents et aux mouvements rapides, semblables à ceux d'un oiseau. Elle était organiste à St. Mary Mead depuis 20 ans, depuis son retour de Londres dans des circonstances dont personne ne parlait vraiment, mais dont tout le monde se souvenait vaguement. Une rupture de fiançailles et un scandale chuchoté concernant un professeur de musique marié. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Il fera la fierté de la paroisse. Les aiguilles de mademoiselle Marple continuaient leur conversation silencieuse avec la laine, mais ses yeux bleu porcelaine passaient d'un visage à l'autre, lisant les petites tensions qui s'accumulaient dans toute réunion où des personnes qui se connaissaient trop bien tentaient de travailler ensemble vers un objectif commun. La vivacité de madame Radford avait un côté fragile. L'attitude défensive de mademoiselle Cresswell suggérait que de vieilles blessures étaient encore douloureuses, et la distraction du vicaire semblait moins liée aux hymnes qu'à une conscience troublée qui le poussait à jeter un coup d'œil vers la porte toutes les quelques minutes, comme s'il attendait ou redoutait une arrivée. « Je me demande, » s'aventura mademoiselle Marple de sa manière douce et apologétique, « si les fleurs ne devraient pas attendre vendredi matin pour être arrangées. Je me souviens de la pauvre madame Eldridge, à Much Benham, qui avait préparé les fleurs pour le mariage de sa fille 2 jours à l'avance, pour les retrouver complètement fanées le jour de la cérémonie. La chaleur, vous savez, même en septembre. » Le sourire de madame Radford se crispa de manière presque imperceptible. « Je ne pense pas que nos arrangements soient pas comparables à ceux d'un mariage de village, mademoiselle Marple. Ce sont des fleurs de serre, sélectionnées spécifiquement pour leur longue durée de vie. Mon jardinier, Benson, les a cultivées avec beaucoup de soin. Elles tiendront parfaitement bien du jeudi soir jusqu'au service du dimanche.
bien sûr, murmura mademoiselle Marple en reprenant son tricot, bien que son observation ait été remarquée par le docteur Haydock, le médecin du village, assis près de la porte, avec la patience résignée d'un homme qui assistait à ces réunions uniquement pour soutenir sa femme, qui était trésorière du comité. Il croisa le regard de mademoiselle Marple avec un léger sourire amusé. Ils se comprenaient, le vieux médecin et la vieille fille, tous deux observateurs professionnels de la nature humaine, tous deux depuis longtemps habitués à ces variations sur des thèmes familiers. La porte s'ouvrit alors, laissant entrer un courant d'air frais, et une jeune femme dont l'entrée changea l'atmosphère de la pièce aussi radicalement qu'un changement d'accord en musique. Sylvia Dane avait 26 ans. Elle était blonde, belle de cette manière anglaise insouciante qui ne demandait aucun effort, et inspirait une envie considérable, et elle se comportait avec l'assurance inconsciente de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son droit à l'admiration. Elle était arrivée à St. Mary Mead 18 mois plus tôt, en tant que compagne de la vieille Lady Harrington à Gables, mais sa position avait évolué vers quelque chose de plus complexe. À la fois secrétaire, organisatrice sociale et présence décorative lors des apparitions publiques de plus en plus rares de Lady Harrington. « Je suis vraiment désolée d'être en retard », dit Sylvia, sans paraître du tout désolée, sa voix trahissant cet accent particulier qui suggérait une éducation coûteuse et une grande assurance sociale. Lady Harrington avait besoin de sa correspondance de l'après-midi, et vous savez combien elle déteste se précipiter. L'expression de Madame Radford aurait pu faire geler du lait. Nous avons presque terminé, mademoiselle Dane. Votre contribution aux séances de planification a été, disons, minime tout au long du processus. Oh, mais j'ai apporté le don de Lady Harrington, répondit Sylvia en sortant une enveloppe avec emphase. 50 livres pour le fonds de restauration. Je pense que c'est une contribution plutôt généreuse, n'est-ce pas? La somme était suffisamment généreuse pour faire taire les critiques immédiates, mais mademoiselle Marple remarqua que mademoiselle Cresswell serrait plus fort son dossier de musique et que madame Haydock, la femme du docteur, échangeait un regard rapide avec le vicaire, qui en disait long sur l'influence que l'argent de Lady Harrington avait acheté et que le temps et les services rendus avaient valu à d'autres. L'argent, réfléchit mademoiselle Marple, avait le don de perturber les hiérarchies soigneusement établies, en particulier lorsqu'il était manié par une jeune femme charmante qui possédait déjà plus que sa part d'avantages naturels. La réunion s'acheva avec la finalisation des arrangements, la répartition des responsabilités et les plaisanteries habituelles sur le fait de se revoir au festival lui-même, qui commencerait le jeudi soir par un souper de la récolte, suivi des événements principaux du samedi et du service d'action de grâce du dimanche. Alors que le groupe se dispersait dans l'après-midi doré, mademoiselle Marple s'arrêta sur le chemin de l'église pour admirer les roses tardives qui grimpaient sur le porche de l'église, de véritables roses de septembre dont les fleurs étaient plus petites et plus poignantes, car elles étaient les dernières de la saison. Elle ajustait son chapeau contre la brise qui se renforçait lorsqu'elle entendit des voix provenant de l'allée, au loin, urgentes et basses, et reconnut le ton cultivé de madame Radford, aiguisé par une colère sincère. « Tu as été extrêmement imprudente, Sylvia, et je ne te laisserai pas compromettre tout ce pourquoi nous avons travaillé par ton comportement négligent. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. » La voix de Sylvia exprimait un défi enveloppé d'innocence. « N'insulte pas mon intelligence. Ce village peut te sembler endormi, mais il remarque tout, et ce qu'il remarque, il en discute, et ce dont il discute finit par atteindre les oreilles qui comptent. Vous feriez bien de vous souvenir de votre position et de vous comporter en conséquence. Ma position? Cela semble extraordinaire venant de vous, parmi toutes les personnes. Allons-nous discuter de position, Madame Radford? Ou préférez-vous que cette histoire particulière reste enfouie là où vous avez pris tant de peine pour la planter?
Il y eut alors un silence, terrible dans sa brièveté, suivi de la voix de Madame Radford, à peine maîtrisée. « Si vous imaginez un seul instant que vous pouvez me menacer, je ne menace personne, je constate simplement, comme vous l'avez suggéré, que les villages remarquent certaines choses. Bon après-midi, Madame Radford. » Les pas s'éloignèrent dans des directions opposées, et Mademoiselle Marple poursuivit son chemin vers chez elle, son esprit retournant l'échange comme un enfant examinant une boîte à puzzle, à la recherche du mécanisme qui révélerait ses secrets. Sylvia Dane et Madame Radford partageaient une histoire commune, des informations qui donnaient à la jeune femme un avantage sur l'aînée, et un avantage dans un endroit comme St. Mary Mead, où la réputation servait de monnaie d'échange et où le scandale équivalait à la faillite, était dangereux entre les mains de n'importe qui, mais mortel entre les mains de quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Le soir venu, le village avait retrouvé son rythme habituel. Les dîners étaient pris, la vaisselle faite, la radio murmurait ses programmes dans les salons où les gens lisaient le journal, faisaient de la couture ou s'asseyaient simplement pour regarder la lumière passer de l'été à l'automne, ce crépuscule particulier de septembre qui semblait durer éternellement tout en disparaissant en un instant. Mademoiselle Marple dîna légèrement, comme à son habitude, puis s'installa dans son jardin pour profiter des dernières chaleurs de la journée. Sa chaise placée de manière à pouvoir voir par-dessus la haie, jusqu'à la ruelle, au-delà. Non par curiosité aurait-elle insisté, mais simplement parce que la vue était agréable et qu'on observait naturellement ce qui passait devant ses yeux. Elle regarda le jeune docteur Pettigrew, qui avait récemment rejoint le cabinet du vieux docteur Haydock, passer à vélo en direction des Gables, sa mallette médicale attachée au porte-bagages, et songea à quel point les jeunes médecins semblaient toujours plus pressés que leurs aînés, comme si la maladie fonctionnait selon des horaires qui ne pouvaient être modifiés. Un quart d'heure plus tard, le colonel Radford passa d'un pas mesuré, héritage de son entraînement militaire qu'il n'avait jamais tout à fait abandonné. Sa promenade du soir, aussi régulière qu'une horloge. Les épaules droites malgré sa retraite, la moustache hérissée de la respectabilité farouche d'un homme qui avait toujours fait son devoir et attendait des autres qu'ils en fassent autant. Puis vint mademoiselle Cresswell, se précipitant vers le magasin du village avant sa fermeture, son sac à main serré dans sa main, les yeux baissés, toujours seule, toujours légèrement désolée d'occuper de l'espace dans le monde. La pleine lune d'automne, énorme et orange, se levait au-dessus du clocher de l'église, cette première pleine lune d'automne que les gens de la campagne observaient depuis des siècles, synchronisant leurs fêtes et leurs traditions populaires avec son apparition. Et mademoiselle Marple réfléchit au fait que la nature humaine fonctionnait elle aussi selon des rythmes anciens. Les mêmes jalousies et les mêmes peurs, les mêmes mesures désespérées, prises en cas de menace, la même capacité de violence sous les apparences civilisées. Elle pensa aux chrysanthèmes de la serre de Madame Radford qui fleurissaient trop tôt, à la confiance dangereuse de Sylvia Dane, aux menaces échangées dans des ruelles ensoleillées où n'importe qui pouvait les entendre, et elle ressentit ce petit frisson de mauvais présage que l'expérience lui avait appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'un désastre. Le jeudi arriva avec une chaleur inhabituelle pour la saison, le genre de journée de septembre qui semble emprunter au mois d'août et qui doit être rendu avant le soir. Le souper de la récolte était prévu à 7 heures dans la salle paroissiale, les meilleurs cuisiniers du village apportant des plats et le colonel Radford fournissant plusieurs bouteilles d'excellent claret de sa cave, un geste annuel qui lui assurait sa position de mécène et de bienfaiteur. Mademoiselle Marple arriva tôt, comme à son habitude, apportant une modeste tarte aux pommes qui se perdrait parmi les offrandes plus ambitieuses, mais qui satisfaisait sa conscience et son rôle de participante plutôt que de simple observatrice. La salle se remplit rapidement. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et des décorations de saison.
des gerbes de blé, des compositions florales de fleurs tardives du jardin, des coupes de pommes et de poires provenant des vergers locaux. Madame Radford présidait la table d'honneur. Ces compositions florales étaient disposées avec une précision calculée, leur perfection artificielle contrastant de manière presque moqueuse avec les décorations plus simples ailleurs. Le colonel Radford parcourait la salle avec une efficacité militaire, saluant chaque arrivant, s'assurant que tout le monde se sente le bienvenu, sa cordialité bluffante masquant les pensées privées qui occupaient un esprit formé à la stratégie et à l'évaluation. Sylvia Dane arriva avec un retard calculé, vêtue d'une robe en soie bleu pâle qui aurait été plus appropriée pour un dîner à Londres que pour un souper de récolte dans un village. Et mademoiselle Marple observa les subtils changements d'attention que son entrée provoqua, la façon dont les yeux des hommes suivaient ses mouvements, la façon dont les expressions des femmes se durcissaient avec ce ressentiment particulier réservé à la beauté qui semble imméritée, la façon dont la mâchoire de madame Radford se crispait tandis que son sourire restait figé comme un masque collé sur son visage. Le repas se déroula avec l'abondance habituelle de la campagne. Poulet rôti et jambon, légumes provenant des jardins qui avaient produit leur dernière récolte, tartes, tartelettes et pudding qui auraient satisfait des appétits 2 fois plus voraces que ceux des convives présents. Le vin coulait peut-être plus généreusement que judicieusement, et à la fin du repas, les visages étaient rougis et les voix s'étaient élevées à ce niveau de jovialité forcée qui mettait toujours mademoiselle Marple légèrement mal à l'aise, comme si les gens s'efforçaient trop de se convaincre qu'ils appréciaient ce qu'ils s'étaient persuadés devoir apprécier. Elle remarqua que Sylvia était en grande conversation avec le jeune docteur Pettigrew, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, l'attention du jeune homme entièrement captée par ce que disait la belle jeune fille. Et elle remarqua également que mademoiselle Cresswell observait cet échange depuis l'autre bout de la pièce avec une expression mêlant la douleur, la colère et quelque chose de plus sombre qui pouvait être de la reconnaissance, le regard de quelqu'un qui avait été à la place du jeune médecin, se croyant spécial pour finalement apprendre que la beauté accordait ses faveurs avec désinvolture et les retirait avec la même indifférence. Le colonel Radford porta un toast à la récolte et au village, d'une voix ferme mais les joues rouges, et tout le monde leva son verre, en réponse automatique, accomplissant ce rituel parce qu'il était attendu, et non parce que quiconque se sentait particulièrement reconnaissant. Madame Radford répondit avec élégance, remerciant chacun pour sa contribution et leur rappelant les principales activités du festival du samedi. Son discours était parfait, mais d'une certaine manière complètement creux, comme si elle récitait des répliques apprises pour une pièce de théâtre à laquelle elle ne croyait plus. Alors que l'assemblée se dispersait, mademoiselle Marple aida à débarrasser, son habitude de se rendre utile par de petits gestes lui permettant de rester présente et attentive. Et elle entendit madame Haydock dire à la femme du vicaire : « J'ai vu Sylvia Dane sortir du cabinet de l'avocat Pritchard mardi dernier, et elle avait ce regard, vous savez, celui que les gens ont quand ils sont soit très satisfaits d'eux-mêmes, soit très effrayés. Je n'arrivais pas à déterminer lequel des deux. » Peut-être a-t-elle reçu de l'argent, suggéra madame Clement. Lady Harrington a tout de même 93 ans, et on dit qu'elle est devenue très dépendante de cette jeune fille. On dit aussi, répondit madame Haydock en baissant la voix, que le neveu de Lady Harrington, celui qui vit à Londres et qui est en passe d'hériter, s'est renseigné sur les affaires de la vieille dame, demandant si elle avait toute sa tête, si quelqu'un exerçait une influence indue sur elle. Le clerc de l'avocat est marié à la sœur de ma cuisinière, et vous savez comment, ces choses se répandent. Mademoiselle Marple continua à plier les nappes, l'air agréablement absent, ses oreilles enregistrant chaque mot de cette conversation et les classant dans le catalogue mental exhaustif qu'elle tenait sur le comportement humain et ses schémas prévisibles. Quelqu'un qui se croyait en droit d'hériter,
quelqu'un qui voyait cet héritage menacé par une jeune et belle compagne sans scrupules pour assurer son propre avenir. Oui, elle avait déjà vu des variantes de ce scénario à maintes reprises, et elle se terminait rarement bien. Elle rentra chez elle à pied dans la nuit chaude, la pleine lune désormais haute et plus petite, son orange fané devenant or pâle, et pensa aux chrysanthèmes qui fleurissaient trop tôt, aux menaces échangées, aux jeunes femmes qui jouaient à des jeux dangereux avec les secrets des autres, et aux mesures désespérées que prenaient les gens respectables pour protéger les positions qu'ils avaient mis des années à atteindre. L'air avait de nouveau cette qualité, cette impression que quelque chose était sur le point de se briser, et elle se surprit à penser à Mary Higgins, une domestique de St. Mary Mead, il y a des années, qui avait découvert la correspondance secrète de sa maîtresse avec un ancien amant, et avait bêtement imaginé que cette information pouvait être convertie en sécurité. La jeune fille avait été retrouvée au bas de l'escalier de la cave, le cou brisé, et l'enquête avait conclu à une mort accidentelle, même si mademoiselle Marple savait que ce n'était pas le cas, et n'avait rien fait, faute de preuves, et le souvenir de cet échec troublait encore parfois son sommeil, 3 décennies plus tard. Le vendredi matin apporta des nuages et des températures plus fraîches, la brève vague de chaleur s'étant terminée aussi soudainement qu'elle était arrivée. Et avec elle vint la nouvelle, qui se répandit à St. Mary Mead, à la vitesse que seules les informations vraiment choquantes peuvent atteindre. Sylvia Dane était morte, découverte par la femme de chambre de Lady Harrington à 7 heures, lorsqu'elle avait apporté le thé du matin dans la chambre de la jeune fille. Elle gisait sur son lit, entièrement vêtue de la robe de soie bleue qu'elle avait portée au souper des moissons, un verre d'eau à moitié vide sur la table de chevet, les restes de ce qui semblait être de la poudre pour dormir dans le verre, et aucun signe de détresse ou de lutte, rien d'autre que ce qui aurait pu être un sommeil paisible, sauf que ce sommeil était définitif et que Sylvia Dane ne se réveillerait plus jamais. Mademoiselle Marple apprit cela de sa femme de chambre, Clara, qui l'avait appris du facteur, qui l'avait appris de la cousine de la femme de chambre des Gables, qui travaillait chez le marchand de fruits et légumes. Et lorsque mademoiselle Marple eut fini son petit déjeuner et enfilé son chapeau et ses gants pour se rendre au presbytère, officiellement pour discuter, des compositions florales pour le service du dimanche, mais en réalité pour se placer au centre du flux d'informations, la nouvelle avait déjà subi plusieurs itérations, chacune plus dramatique que la précédente, jusqu'à ce que Sylvia Dane meure dans des circonstances allant d'un tragique accident à un suicide évident, voire, dans les imaginations les plus fiévreuses, à quelque chose de bien plus sinistre. Le docteur Haydock était au presbytère lorsque mademoiselle Marple arriva, l'air fatigué et sombre, et d'après la conversation déjà en cours, elle comprit qu'il avait été appelé aux Gables peu après la découverte du corps et qu'il n'avait rien trouvé de suspect dans l'immédiat, mais rien non plus qui puisse conclure à son innocence. La poudre dans le verre était certainement un somnifère, probablement du Véronal, disait-il au vicaire. La jeune fille se plaignait d'insomnie depuis peu, et le jeune Pettigrew le lui avait prescrit la semaine dernière. Mais la quantité contenue dans le verre aurait suffi à causer la mort si elle avait été prise à jeun ou combinée avec de l'alcool, et elle avait certainement bu du vin au souper la veille. Mais elle aurait sûrement connu les dangers, dit madame Clement, le visage pâle sous le choc. Le jeune docteur Pettigrew l'aurait mise en garde. Apparemment, oui. Mais les gens sont imprudents, en particulier les jeunes. Et Sylvia Dane m'a donné l'impression d'être le genre de personne qui croyait que les règles s'appliquaient aux autres, mais pas à elle-même. Le ton du docteur Haydock ne suggérait guère de sympathie, et mademoiselle Marple se souvint que le médecin connaissait tout le monde à St. Mary Mead depuis 40 ans et avait vu trop de faux-semblants pour se laisser attendrir par la mort récente. « La police a été appelée, je suppose », osa mademoiselle Marple, s'installant dans le fauteuil que madame Clement lui indiquait et refusant le thé avec un remerciement poli. « L'inspecteur Slack est arrivé de Much Benham il y a 1 heure », confirma le docteur Haydock.
Il est actuellement à Gable, où il interroge tout le monde et examine la pièce. Le protocole exige une enquête pour tout décès soudain, mais je pense que celui-ci sera jugé accidentel, tragique, certes, mais pas criminel. Les aiguilles de Mademoiselle Marple avaient émergé de son sac à tricot et cliquetaient doucement, créant ce petit bruit domestique qui, d'une certaine manière, rendait sa présence tout à fait inoffensive et donc facilement ignorée par les personnes qui souhaitaient poursuivre leur conversation sans se soucier d'être entendues. « Il semble malheureux », murmura-t-elle, « qu'une personne si jeune et, de la vie générale, si pleine de vie, ait commis une erreur aussi fatale. » Mais je me souviens de la pauvre Marjorie Fleming, la fille du pharmacien, qui a pris une overdose accidentelle de son tonique il y a quelques années, parce qu'elle avait oublié si elle avait déjà pris sa dose du soir. L'esprit nous joue des tours quand on est fatigué. Sylvia Dane ne m'a pas donné l'impression d'être du genre distrait, dit le docteur Haydock d'un ton sec. Au contraire, elle semblait très consciente de ce qu'elle faisait à tout moment. Peut-être trop consciente, suggéra mademoiselle Marple. Parfois, les personnes qui pensent devoir toujours garder le contrôle sont incapables d'admettre leur vulnérabilité, même à elles-mêmes. L'insomnie peut être une terrible affliction, en particulier pour une personne jeune et active, et le désespoir de trouver le sommeil peut conduire à de mauvais jugements. Le vicaire, qui était resté silencieux pendant cet échange, prit alors la parole avec une vivacité inhabituelle. « Nous ne devrions pas spéculer sur une jeune femme qui ne peut plus se défendre. Quelles que soient ses fautes, et nous avons tous des fautes, Sylvia Dane mérite nos prières et notre compassion, pas notre jugement. » Il y avait quelque chose dans son ton qui attira l'attention de mademoiselle Marple, une attitude défensive qui semblait excessive pour une connaissance occasionnelle, et elle enregistra cela avec tout ce qu'elle avait observé sur la dynamique de la soirée de jeudi. Le vicaire avait observé Sylvia Dane lors du souper de la moisson avec une attention qui dépassait le simple intérêt pastoral, et sa distraction lors de la réunion du comité en début de semaine semblait soudain moins liée aux hymnes qu'à une tête blonde particulière penchée sur la correspondance de Lady Harrington. L'inspecteur Slack arriva au presbytère juste avant midi. C'était un homme corpulent, à l'expression naturellement méfiante, qui semblait croire que tout le monde était probablement coupable de quelque chose, même s'il ne s'agissait pas du crime spécifique faisant l'objet de l'enquête. Il interrogea le vicaire et madame Clement sur la réunion de la veille au soir. Qui y avait assisté? Qui avait semblé inhabituel? Qui avait parlé avec mademoiselle Dane? Si quelqu'un avait semblé particulièrement intéressé par ses mouvements. Il obtint des réponses sincères, mais soigneusement incomplètes. Comme c'est toujours le cas dans les petits villages, chacun protégeant les informations susceptibles de jeter le discrédit sur un voisin ou un ami. Mademoiselle Marple, qui avait tricoté tranquillement pendant tout ce temps, osa mentionner qu'elle avait vu mademoiselle Dane converser longuement avec le jeune docteur Pettigrew, et que mademoiselle Cresswell semblait observer cette conversation avec une attention particulière. « Cela ne signifie rien, » ajouta-t-elle d'un ton apologétique, « mais vous avez demandé qui l'avait observé, et je l'ai remarqué par hasard. » Les yeux de l'inspecteur Slack, qui avait écarté mademoiselle Marple comme une vieille femme sans importance, s'aiguisèrent légèrement. Mademoiselle Cresswell, l'organiste, quel intérêt pourrait-elle avoir pour mademoiselle Dane? « Oh, je ne saurais le dire, » répondit mademoiselle Marple. « Mais j'ai entendu mademoiselle Cresswell parler avec madame Haydock après le dîner, disant quelque chose à propos des jeunes, qui ne comprenaient pas que les actions avaient des conséquences. Mais cela pouvait faire référence à n'importe quoi, en réalité. On dit tellement de choses dans une conversation informelle. L'inspecteur prit des notes, son crayon bougeant avec une précision agressive, et mademoiselle Marple pouvait le voir élaborer des théories. La jalousie, peut-être, la femme plus âgée et ordinaire,
en voulant à la jeune femme belle, une offense ou une insulte imaginaire qui avait dégénéré en violence. C'était l'interprétation évidente, et donc, réfléchit mademoiselle Marple, presque certainement la mauvaise. L'inspecteur Slack était un policier compétent en matière de crimes simples, vol, agression, simple défaillance de gens simples, mais il manquait d'imagination pour comprendre l'architecture complexe de la vie villageoise. Les histoires superposées et les liens cachés qui faisaient de St. Mary Mead moins une communauté qu'un réseau de secrets entremêlés. Elle rentra lentement chez elle, s'arrêtant à la boutique pour acheter des biscuits et échangeant des salutations avec d'autres personnes qui s'étaient aventurées dehors, malgré ou à cause de la nouvelle sensationnelle du matin. Madame Baker, la femme du commerçant, avait recueilli de nombreuses informations auprès de clients qui avaient tous entendu des versions légèrement différentes des événements. « Ils disent, moi, qu'elle s'est suicidée à cause d'un homme », confia Madame Baker en se penchant par-dessus le comptoir. Le docteur Pettigrew, bien qu'il soit beaucoup trop jeune pour elle, ou peut-être le vicaire, même si cela semble impossible, ou encore un gentleman de Londres qui lui avait promis de l'épouser et qui était ensuite revenu sur sa parole. Ou peut-être était-elle enceinte et ne voyait-elle aucune issue. On entend ce genre de choses, même à propos de filles issues de bonnes familles. Savons-nous si mademoiselle Dane venait d'une bonne famille ? Demanda doucement mademoiselle Marple. Madame Baker marqua une pause, interpellée par la question. Eh bien, on le supposait, étant donné sa position auprès de Lady Harrington. Mais maintenant que vous le dites, je ne me souviens pas que quelqu'un ait jamais parlé de sa famille. Elle est arrivée il y a 18 mois, déjà installée à Gable, et on acceptait simplement que Lady Harrington n'employerait personne qui ne convienne pas. Lady Harrington a 93 ans, fit remarquer mademoiselle Marple, et elle est en mauvaise santé. Je me demande qui a pris la décision d'employer mademoiselle Dane. Cette pensée resta en suspens entre elles, ouvrant des possibilités qu'aucune des deux n'avait envisagées auparavant. Et l'expression de madame Baker passa du commérage à une véritable spéculation. Son neveu, peut-être, le neveu londonien qui gère ses affaires. Mais pourquoi installerait-il une jeune et belle compagne dans la maison de sa vieille tante ? Elle s'interrompit, les implications étant trop délicates à exprimer, mais parfaitement claires pour les deux femmes. Mademoiselle Marple rentra chez elle avec plus de questions que de réponses, ce qui était souvent le cas lors de la collecte d'informations au début d'une enquête. Mais elle se rappela fermement qu'elle n'enquêtait sur rien, qu'elle observait simplement, comme n'importe quel citoyen pourrait le faire, le déroulement naturel d'événements tragiques. Elle passa l'après-midi dans son jardin, prétendument pour attacher les dernières dahlias avant le premier gel, mais en réalité pour se placer à un endroit d'où elle pouvait voir les allées et venues dans la ruelle et fut récompensée par plusieurs observations qui pourraient s'avérer importantes ou non. Le colonel Radford passa 2 fois, une fois avec son allure martiale habituelle, une fois avec les épaules légèrement affaissées, le visage gris, paraissant soudainement ses 68 ans et plus. Mademoiselle Cresswell passa précipitamment, un dossier de musique à la main, les yeux rougis, se déplaçant avec cette démarche voûtée et furtive de quelqu'un qui espère passer inaperçu. Et, plus intéressant encore, Madame Radford émergea de la ruelle menant au cabinet de l'avocat Pritchard, marchant rapidement, le visage figé dans une expression que mademoiselle Marple avait déjà vue chez des femmes qui venaient d'obtenir un avantage ou d'échapper à une menace. Une satisfaction sinistre mêlée à une peur résiduelle. Le soir venu, le village était parvenu à un consensus, comme c'est souvent le cas dans les villages, selon lequel Sylvia Dane s'était donné la mort, que ce soit délibérément ou accidentellement. Cela restait à débattre, mais dans tous les cas, le résultat suggérait un échec moral, la faiblesse des jeunes gens modernes qui n'avaient pas le caractère et la force d'âme des générations précédentes.
Cette interprétation satisfaisait les préjugés de presque tout le monde et permettait de reprendre confortablement les jugements déguisés en sympathie. Mademoiselle Marple l'entendit répéter sous plusieurs variantes au cours de sa conversation téléphonique du soir avec Madame Price Ridley, qu'il avait appelée officiellement pour discuter du planning des fleurs du dimanche, mais qui en réalité disséquait le scandale du jour, avec l'enthousiasme minutieux de quelqu'un qui trouve les tragédies des autres infiniment fascinantes. Bien sûr, cette fille était beaucoup trop séduisante pour son propre bien, déclara Madame Price Ridley. La beauté est un fardeau terrible pour les jeunes femmes qui n'ont pas les bases morales nécessaires pour la porter correctement. On peut tolérer la gaieté, mais il y a une différence entre la vivacité et ce genre de charme calculé qui semble conçu pour perturber la tranquillité d'esprit des hommes. Je suppose qu'elle semblait plutôt sûre d'elle, acquiesça Mademoiselle Marple. Mais j'ai toujours trouvé que cette confiance extrême masquait souvent une insécurité extrême. La jeune fille qui semble la plus sûre d'elle est peut-être celle qui a le plus peur d'être jugée insuffisante. Eh bien, elle a été jugée insuffisante maintenant, n'est-ce pas ? Dit Madame Price Ridley avec satisfaction, même si l'on ne devrait pas dire du mal des morts. La pauvre Lady Harrington doit être très bouleversée. On dit qu'elle en aimait beaucoup, cette fille, qu'elle la traitait presque comme sa petite fille. Mademoiselle Marple réfléchit à cela après avoir raccroché, assise dans son salon sombre, éclairé uniquement par la lampe placée à côté de son fauteuil à tricoter, et se demanda ce que cela signifiait que Lady Harrington, qui avait des petits-enfants qu'elle voyait rarement, se soit autant attachée à une inconnue assez jeune pour être exactement cela. L'amour pouvait bien sûr être manipulé. Elle l'avait vu faire d'innombrables fois. Le jeune Jean, intelligent, identifiant les vulnérabilités de la personne âgée solitaire, et les exploitant avec une attention minutieuse et une affection calculée. Mais l'amour pouvait aussi être sincère, tout en servant des intérêts personnels. Les deux impulsions n'étant pas mutuellement exclusives, mais plutôt dangereusement enchevêtrées, rendant presque impossible de distinguer la sincérité de la comédie. Le samedi, l'inspecteur Slack se rendit au cottage de Mademoiselle Marple. Il arriva en milieu de matinée et la trouva dans le jardin, armée de son sécateur, en train de couper les roses fanées. Il accepta son invitation à prendre le thé avec l'air d'un homme qui accorde une faveur et s'installa dans son petit salon avec un malaise visible, comme si les chaises en chintz et les tasses à thé délicates le déstabilisaient. J'ai interrogé toutes les personnes qui ont assisté au dîner de jeudi soir, commença-t-il sans préambule. Vous y étiez, si j'ai bien compris, Mademoiselle Marple, et on m'a dit que vous étiez une femme très observatrice. Oh, je ne sais pas, répondit Mademoiselle Marple en versant le thé d'une main assurée. À mon âge, on a tendance à remarquer certaines choses, ne serait-ce que parce qu'on a peu d'autres occupations. Vous avez donc peut-être remarqué qui a parlé avec Mademoiselle Dane au cours de la soirée, et quelle était la nature de ces conversations. Mademoiselle Marple réfléchit, ses yeux bleu porcelaine perdus dans ses souvenirs. Elle était assise près de la table centrale, entre le jeune docteur Pettigrew et M. Edwards, de la ferme du manoir. Elle semblait très animée dans sa conversation avec le docteur. Elle riait, lui touchait le bras comme le font les jeunes femmes lorsqu'elles veulent paraître intimes et flatteuses. M. Edwards semblait plutôt exclu, le pauvre, même s'il n'est pas du genre à rivaliser pour attirer l'attention d'une jolie fille. M. Edwards est plutôt timide, malgré sa taille. Et vous n'avez vu personne s'approcher d'elle qui semblait en colère ou menaçant. Oh non, rien de tel. Mais j'ai remarqué que Madame Radford la regardait assez intensément pendant le repas. Pas avec colère, exactement, mais avec cette expression particulière que l'on voit quand quelqu'un attend qu'une autre personne commette une erreur. Alerte, pourrait-on dire. Vigilant. Le crayon de l'inspecteur Slack courait sur son carnet. Madame Radford avait eu une dispute avec la défunte, si j'ai bien compris. Quelque chose qu'elle avait entendu mercredi après-midi. « Je n'appellerai pas cela une dispute », dit mademoiselle Marple avec prudence.
Plutôt un désaccord entre deux femmes à forte personnalité. Madame Radford estimait que mademoiselle Dane ne prenait pas ses responsabilités au sein du comité au sérieux, et mademoiselle Dane pensait peut-être que la contribution financière de son employeur la dispensait d'une participation plus active. Ces petites tensions surgissent dans toute organisation. « Il a été question de menaces », insista l'inspecteur Slack. Quelque chose à propos de mademoiselle Dane qui détenait des informations que madame Radford voulait garder secrètes. Les aiguilles de mademoiselle Marple, qui bougeaient régulièrement, s'arrêtèrent. J'ai effectivement entendu des propos dans ce sens, mais je ne saurais dire de quelles informations il s'agissait. La vie dans un village est pleine de petits secrets. Inspecteur, qui était fiancé à qui il y a 30 ans, qui a vécu au-dessus de ses moyens, qui a dit quelque chose d'indiscret lors d'une garden party. Ces choses ont une importance énorme pour les personnes concernées, mais elles ont rarement un caractère criminel. À moins, dit l'inspecteur Slack d'un ton grave, que la personne qui détient le secret décide que le protégé vaut la peine de commettre un meurtre. « C'est ce que vous pensez qu'il s'est passé ?» demanda mademoiselle Marple d'une voix intéressée, mais sans défi. Le docteur Haydock m'a dit que la quantité de véronal contenue dans ce verre était suffisante pour être mortelle, mais pas excessive, au point de ne pas pouvoir être accidentelle. Si mademoiselle Dane en a pris une dose, a oublié qu'elle l'avait prise à cause du vin qu'elle avait consommé, et en a pris une autre, la combinaison aurait pu la tuer sans qu'il y ait eu d'intention malveillante de la part de qui que ce soit. « Mais vous ne croyez pas cela ?» fit remarquer mademoiselle Marple. L'inspecteur Slack se tortilla, mal à l'aise. « Je crois que les gens mentent sur les petites choses, ce qui me rend méfiant sur les grandes. Le jeune docteur Pettigrew lui a prescrit le véronal, lui a donné des instructions explicites sur le dosage et les dangers de le combiner avec de l'alcool, et pourtant, elle a réussi à faire exactement ce qu'il lui avait déconseillé dès la première nuit où elle en a eu l'occasion. Cela semble soit remarquablement stupide, soit remarquablement opportun. Pour qui cela serait-il opportun ? Pour quiconque voulait sa mort et voyait là une occasion de faire passer le meurtre pour un accident. La jeune fille a bu du vin au dîner, tout le monde l'a vu. Elle se plaignait d'insomnie, tout le monde le savait. On lui avait prescrit du véronal, c'est documenté. Il suffisait à quelqu'un de s'assurer qu'elle prenne une dose mortelle, soit en ajoutant de la poudre supplémentaire dans son verre après qu'elle ait déjà pris son médicament, soit en la convainquant qu'elle ne l'avait pas encore pris et qu'elle devait le faire. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé, pensive. Cela aurait nécessité d'avoir accès à sa chambre, n'est-ce pas? Ou au moins à son verre d'eau. The Gables n'est pas fermé à clé comme une forteresse. La moitié du village aurait pu se faufiler par la porte du jardin s'ils avaient connu les habitudes de la maisonnée. Lady Harrington se couche à 9 heures. Les domestiques se retirent à 10 heures. Et mademoiselle Dane avait son propre salon et sa chambre dans l'aile est, bien séparée du reste de la maison. Quiconque savait cela aurait pu attendre que la maisonnée soit calme et entrer sans être détecté. Et avez-vous un suspect qui répond à ces critères? L'expression de l'inspecteur Slack suggérait qu'il en avait plusieurs, mais qu'il n'était pas disposé à en discuter avec une vieille fille du village, aussi observatrice fût-elle. Il termina son thé, la remercia avec une politesse de circonstance et prit congé. Mademoiselle Marple le regarda s'éloigner d'un pas décidé dans son allée, avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir compris l'affaire et qui n'avait plus qu'à rassembler suffisamment de preuves pour confirmer ce qu'il savait déjà. Elle pensait qu'il était beaucoup plus probable qu'ils ne comprennent rien du tout, mais les policiers comprenaient rarement les questions liées à la psychologie villageoise. Ils recherchaient des faits, empreintes digitales, alibis et disputes documentées, alors que ce qui importait était de comprendre quels faits révélaient la vérité et lesquels ne faisaient que détourner l'attention. Sylvia Dane
était belle, sûre d'elle et apparemment insouciante, ce qui rendait facile de croire qu'elle avait commis une erreur fatale. Mais Sylvia Dane avait également menacé Madame Radford de révéler un secret, avait peut-être manipulé les sentiments de Lady Harrington pour assurer son propre avenir financier et avait joué de l'engouement du docteur Pettigrew à son égard comme un pêcheur habile joue d'un poisson pris à l'hameçon. Cela suggérait quelqu'un qui calculait soigneusement ses effets, et non quelqu'un qui avait oublié de prendre ses médicaments. L'après-midi vit se dérouler les activités festives, reportées, désormais sous le signe d'une solennité contrainte, mais se déroulant néanmoins, car les comités avaient travaillé trop dur et les préparatifs étaient trop avancés pour tout abandonner à cause de la mort d'une jeune fille, qui, aussi tragique que fût sa fin, n'était ni universellement appréciée ni particulièrement importante pour la plupart des habitants de St. Mary Mead. Mademoiselle Marple y assista, comme prévu, et se retrouva à observer les mêmes visages que ceux qu'elle avait vus jeudi soir, remarquant à quel point ils avaient changé ou étaient restés les mêmes sous l'influence du choc, du chagrin ou d'une indifférence soigneusement entretenue. Madame Radford présidait le stand de gâteaux avec un calme rigide, le sourire figé et les mouvements mécaniques, et Mademoiselle Marple remarqua que ses compositions florales, ses chrysanthèmes de serre et ses roses tardives avaient été remplacées par des décorations plus simples, cueillies dans le jardin de quelqu'un le matin même, les fleurs parfaites étant apparemment jugées trop festives pour un événement désormais teinté de deuil. Le colonel Radford restait près de sa femme, sa main touchant parfois son coude dans un geste qui pouvait être interprété comme un soutien ou une retenue. Son attitude militaire plus prononcée que d'habitude, comme si le fait de se tenir au garde-à-vous pouvait retenir tout ce qui menaçait de surgir. Mademoiselle Cresswell jouait l'orgue pour les hymnes, avec une concentration intense, ses épaules minces voûtées au-dessus des touches, et commettait plusieurs petites erreurs qu'elle ne se serait jamais permises en temps normal, chaque erreur lui causant une détresse visible. Le jeune docteur Pettigrew était notablement absent, et Madame Haydock mentionna que le garçon avait très mal pris la situation, se reprochant d'avoir prescrit le Véronal, convaincu que son jugement médical avait en quelque sorte échoué, malgré le fait qu'il ait suivi les protocoles appropriés. Le vicaire prononça une brève homélie sur la double signification de la récolte, le rassemblement de l'abondance, mais aussi le rappel de la mortalité, toute chair étant herbe et l'herbe se flétrissant, tandis que la parole du Seigneur restait éternelle. Sa voix se brisa légèrement vers la fin, son émotion étant apparemment trop sincère pour être simplement jouée. Mademoiselle Marple observa le visage de sa femme à ce moment-là et y vit un éclair de quelque chose de complexe, de la sympathie mêlée d'inquiétude, de l'amour teinté de peur, l'expression d'une femme qui soupçonnait son mari de faiblesse, mais espérait désespérément que ses soupçons étaient erronés. Plus tard, alors qu'elle se tenait près de la table à thé, acceptant une tasse offerte par Madame Clement, elle entendit deux femmes du village voisin de Much Benham discuter du scandale avec la liberté des étrangers, sans être contraintes par la loyauté locale. « On dit qu'elle faisait chanter la moitié du village », dit l'une d'elles avec délectation. Elle avait obtenu des informations d'une manière ou d'une autre et les utilisait pour extorquer de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas se permettre d'être exposés. « Eh bien, quelqu'un a clairement décidé qu'il en avait assez, » répondit l'autre. « Bon débarras, je dirais, même si on ne devrait pas dire du mal des morts. » Les aiguilles de Mademoiselle Marple, qui reposaient dans son sac à tricot, se retrouvèrent presque inconsciemment entre ses mains, et elle resta debout à tricoter tranquillement, tandis que son esprit réfléchissait aux implications de ce qu'elle venait d'entendre. Le chantage expliquerait certainement plusieurs choses. La confiance de Sylvia, la peur de Madame Radford, la visite du notaire qui avait semblé si importante. Mais le chantage nécessitait des informations, et les informations nécessitaient une source, et les sources dans les petits villages
était toujours dangereuse car les informations ne circulaient jamais dans un seul sens. Elle repensa à Mary Higgins, cette domestique qui avait trouvé des lettres et s'était crue maligne, sans comprendre que la curiosité qui l'avait conduite à découvrir des secrets avait été observée par la personne à qui ces secrets appartenaient, et que cette observation s'était avérée fatale. Les maîtres chanteurs sous-estimaient toujours jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour se protéger, peut-être parce qu'ils considéraient leurs victimes comme faibles, craintives, compromises, désespérées, et ne reconnaissaient pas que la peur et le désespoir étaient précisément ce qui rendait les gens capables de meurtre. Le dimanche matin se leva frais et gris. La pleine lune était désormais décroissante et la saison basculait définitivement vers l'automne. Mademoiselle Marple s'habilla avec soin pour aller à l'église, enfilant son plus beau chapeau et ses gants, sachant que l'affluence serait importante ce jour-là, chacun venant en partie pour le service religieux, mais surtout pour observer les autres, pour lire sur les visages familiers la culpabilité ou l'innocence que les ragots n'avaient pas encore définitivement attribuée. Elle arriva tôt et prit sa place habituelle, au 4e rang à droite, et observa l'assemblée se rassembler avec l'attention minutieuse qu'elle avait développée au fil des décennies de ce qu'elle appelait modestement l'observation des gens, mais qui s'apparentait en réalité davantage à une étude anthropologique sur le terrain. Les Radford entrèrent ensemble, le visage de Madame Radford affichant une expression de tristesse digne. La mâchoire du colonel Radford serrée avec détermination, tous deux se déplaçant comme s'ils étaient conscients d'être observés et refusant de montrer leur faiblesse sous le regard scrutateur. Ils prirent leur place habituelle, au 2e rang à gauche, et s'assirent avec la posture rigide de soldats sous le feu, ce qu'ils étaient essentiellement, réfléchit mademoiselle Marple. Mademoiselle Cresswell se précipita vers l'orgue, le visage encore marqué par ses larmes récentes, et commença le prélude avec des mains tremblantes, la musique oscillant entre émotion fervente et précision technique, comme si elle ne savait pas si elle devait ressentir ou jouer. Le jeune docteur Pettigrew n'était pas présent. Son absence était flagrante et fit l'objet de chuchotements que mademoiselle Marple était trop éloignée pour entendre, mais qu'elle pouvait facilement imaginer. Le sermon du vicaire portait sur le pardon, sur la capacité humaine à commettre des erreurs et sur le commandement divin de la miséricorde, et il sembla à mademoiselle Marple à la fois sincère et stratégique. Sincère dans son émotion, stratégique dans sa manière d'éviter de porter un jugement sur une personne en particulier. En parlant de la faiblesse universelle, il protégeait les faiblesses particulières, permettant à chacun de se sentir inclus dans le besoin de pardon, sans identifier personne comme en ayant spécifiquement besoin. Après le service, mademoiselle Marple s'attarda dans le cimetière, ostensiblement pour admirer les roses tardives qui s'accrochaient encore à leur saison, mais en réalité pour observer les conversations d'après-messe, toujours plus révélatrices que tout ce qui se disait à l'intérieur du bâtiment. Elle regarda madame Radford parler brièvement avec Pritchard, l'avocat, leur conversation étant urgente et à voix basse, lui hochant la tête avec une discrétion professionnelle, son visage se détendant légèrement comme s'il lui avait apporté le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Elle observa mademoiselle Cresswell tenter de parler au vicaire, qui la redirigea gentiment mais fermement vers madame Clement, le visage de l'organiste se crispant de douleur, avant qu'elle ne s'éloigne précipitamment. Elle remarqua le colonel Radford, debout seul près du porche de l'église, fumant une cigarette avec la concentration désespérée d'un homme qui utilise la nicotine comme substitut à la réflexion, les yeux fixés sur quelque chose de lointain ou d'intérieur. L'expression suggérant un homme qui avait affronté des ennemis sur les champs de bataille, impériaux, sans jamais broncher, mais qui était maintenant confronté à quelque chose qui le terrifiait. Mademoiselle Marple s'approcha doucement de lui, remarquant le changement de temps et exprimant l'espoir que les roses tiendraient encore une semaine malgré le refroidissement des températures.
Le colonel répondit avec une courtoisie automatique, son entraînement militaire lui fournissant des protocoles sociaux même lorsque son esprit était ailleurs, et mademoiselle Marple osa dire « J'espère que madame Radford tient le coup. Cela a été une période très pénible pour toutes les personnes impliquées dans les préparatifs du festival. Ma femme est extrêmement forte, dit le colonel Radford d'une voix autoritaire qui décourageait toute question supplémentaire. Elle a déjà dû faire face à pire que les ragots du village. Bien sûr, acquiesça mademoiselle Marple. Mais les ragots peuvent être particulièrement blessants lorsqu'ils touchent à la réputation. Je me souviens du pauvre capitaine Harrington, le défunt mari de Lady Harrington, qui a dû faire face à des rumeurs terribles concernant des irrégularités dans les comptes de son régiment, qui se sont avérées totalement infondées. Mais le mal était fait avant que son nom puisse être blanchi. La réputation est une chose si fragile, n'est-ce pas? Une fois compromise, elle est terriblement difficile à rétablir. Les yeux du colonel Radford, qui était distant, se posèrent soudainement sur mademoiselle Marple, avec une attention aiguë. « Que suggérez-vous ?»« Oh, rien du tout, » répondit mademoiselle Marple d'un ton apologétique. « Je voulais simplement dire que toute personne ayant un passé qu'elle préférerait garder privé doit trouver ces situations terriblement stressantes. Ne pas savoir ce qui pourrait émerger, ce que les gens pourraient dire ou avoir dit à ceux qui ne sont plus en mesure de confirmer ou de nier. Sylvia Dane était une menteuse, l'interrompit le colonel Radford, d'une voix basse et féroce. Quoi qu'elle ait pu dire aux gens, quoi qu'elle ait pu menacer de révéler, ce n'était que des mensonges, rien d'autre que des mensonges malveillants destinés à extorquer de l'argent et de la sympathie à des personnes vulnérables qui auraient dû avoir le bon sens de ne pas l'écouter. « Je suis sûr que vous avez raison, » dit doucement mademoiselle Marple. « Même si j'ai souvent constaté que les mensonges les plus efficaces contiennent juste assez de vérité pour les rendre crédibles. C'est ce qui les rend si dangereux, n'est-ce pas ? La petite graine de vérité autour de laquelle le mensonge se développe. » Le colonel Radford la fixa longuement, le visage crispé comme s'il luttait pour contenir les mots qui se battaient pour sortir, puis dit d'un ton sec « Bonne journée, mademoiselle Marple, je dois m'occuper de ma femme. » Il s'éloigna d'un pas martial, mais mademoiselle Marple avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. La peur dans ses yeux, la façon dont ses mains se crispaient sur sa canne, le muscle qui sautait dans sa mâchoire, alors qu'il luttait pour garder son sang-froid. Quoi que Sylvia Dane ait su ou prétendu savoir au sujet de madame Radford, le colonel le savait aussi, et il croyait que c'était vrai, ou suffisamment vrai pour craindre que cela soit révélé. Et cette crainte l'avait poussé à faire quelque chose qu'il espérait désespérément voir rester caché. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle à travers les ruelles baignées par la lumière automnale filtrée par les feuilles jaunissantes, son esprit organisant et réorganisant les informations qu'elle avait recueillies, à la recherche d'un schéma qui donnerait un sens à des observations apparemment sans rapport. Elle pensait aux chrysanthèmes de serre qui fleurissaient trop tôt, aux épouses qui rendaient visite à des avocats, après des conversations menaçantes, au colonel qui traitait les filles mortes de menteuses avec la véhémence des hommes qui craignaient la vérité, et aux jeunes organistes qui pleuraient plus que la perte d'une simple connaissance. Le soir venu, elle était parvenue à certaines conclusions, même si des conclusions sans preuve n'étaient bien que des spéculations, et que les spéculations, aussi précises soient-elles, ne pouvaient garantir la justice. Assise dans son salon avec son tricot, les aiguilles bougeant à leur rythme familier, elle réfléchit à la manière dont on pourrait créer des circonstances dans lesquelles la vérité se révélerait, non pas par des aveux. Les meurtriers avouaient rarement, à moins d'y être contraints, par des preuves qu'ils ne pouvaient nier, mais par des actes, par un petit piège qui amènerait le coupable à se trahir en tentant d'éviter la trahison. Elle pensa à Madame Pritchett, une gouvernante de St. Mary Mead, 20 ans plus tôt, qui avait lentement empoisonné son employeur âgé afin de s'assurer l'héritage qu'elle croyait lui avoir été promis.
et qui n'avait été démasqué que lorsque mademoiselle Marple avait mentionné en passant, lors d'un goûter, que le médecin faisait analyser les médicaments de la vieille dame pour vérifier s'ils étaient contaminés, ce qui avait poussé madame Pritchett à se précipiter chez elle pour remplacer le flacon trafiqué avant que les tests ne puissent avoir lieu. Une action qui avait bien sûr prouvé sa culpabilité. Ce n'était pas un aveu, mais une action qui avait valeur d'aveu. Les coupables se trahissant par crainte d'être démasqués. Le lundi matin, la pluie s'est mise à tomber, cette pluie d'automne douce et persistante qui allait continuer par intermittence pendant des jours, dépouillant les arbres de leurs dernières feuilles et transformant les jardins de la splendeur estivale au déclin automnal. Mademoiselle Marple a téléphoné au presbytère et a demandé si Madame Clement pouvait lui accorder quelques instants cet après-midi-là pour discuter de l'organisation du bazar de Noël, sachant que cette demande semblerait naturelle et inoffensive. Un exemple de plus de l'implication sans faille de Mademoiselle Marple dans les affaires de la paroisse. Madame Clement arriva à 3 heures, secouant la pluie de son parapluie et acceptant le thé avec l'air distrait de quelqu'un dont l'esprit était occupé par des préoccupations plus pressantes que les bazars de Noël. Mademoiselle Marple servit le thé et bavarda de choses et d'autres. Le temps, le succès du festival malgré son triste ombre, la nécessité de commencer à planifier tôt si elles espéraient égaler les recettes de l'année dernière. Puis dit, comme si l'idée venait de lui venir à l'esprit, « Je me demandais si nous pourrions demander à la chère Lady Harrington de donner quelque chose de la collection de son défunt mari pour le stand des objets inutiles. Je crois savoir qu'il a beaucoup voyagé et que les gens adorent les objets exotiques. Bien sûr, il faudrait en parler à son neveu, étant donné la détresse actuelle de Lady Harrington. »« Le neveu est à Londres, » dit Madame Clement. Mais je crois savoir qu'il est en contact régulier avec l'avocat Pritchard au sujet des affaires de sa tante. Quelle chance qu'une personne responsable supervise les choses, fit remarquer mademoiselle Marple. On s'inquiète toujours que des personnes âgées soient exploitées par ceux qui occupent des postes de confiance. Non pas que quiconque suggère que mademoiselle Dane soit malhonnête, bien sûr, mais les compagnons exercent parfois une influence que les proches inquiets pourraient remettre en question. La tasse de thé de madame Clement cliqueta légèrement contre sa soucoupe. Je crois qu'il y avait eu des inquiétudes à ce sujet. Monsieur Harrington, le neveu, avait apparemment découvert que Sylvia avait encouragé sa tante à réécrire son testament, en accordant des dispositions substantielles à sa compagne. Il avait engagé Pritchard pour enquêter et déterminer si une influence indue pouvait être prouvée. Et mademoiselle Dane était-elle au courant de cette enquête? Je ne saurais le dire, répondit madame Clement, mais son ton suggérait qu'elle pourrait en dire long si elle le souhaitait. Je sais toutefois que le clerc de Pritchard a mentionné à quelqu'un, qu'il a répété à quelqu'un d'autre, que mademoiselle Dane s'était rendue chez l'avocat mardi dernier pour s'enquérir de la définition juridique de la diffamation et savoir si des accusations historiques pouvaient être contestées même lorsque les faits en question remontaient à plusieurs décennies. Les aiguilles de mademoiselle Marple continuaient leur rythme régulier. Comme c'est curieux, a-t-elle précisé quel type d'accusation historique la préoccupait? À la connaissance de tous, non. Mais on pourrait supposer que quelqu'un l'avait menacée de révéler quelque chose de son passé et qu'elle voulait connaître sa situation juridique si cette révélation avait lieu. Ou, suggéra doucement mademoiselle Marple, peut-être voulait-elle savoir si elle pouvait sans risque porter des accusations historiques contre d'autres personnes sans craindre de conséquences juridiques. La même consultation pourrait servir ces deux objectifs, n'est-ce pas? Madame Clement réfléchit à cela, l'air troublé. Vous suggérez qu'elle se préparait à révéler quelque chose sur quelqu'un d'autre? Je suggère que les consultations juridiques sur la loi relative à la diffamation peuvent avoir deux objectifs. Soit se protéger contre des accusations,
soit se préparer à en porter. Le contexte déterminerait lequel s'applique dans le cas de mademoiselle Dane. Elles parlèrent ensuite d'autre chose. Le bazar de Noël, le besoin de bénévoles, la prochaine série de sermons du vicaire. Mais mademoiselle Marple voyait bien que sa petite graine avait été semée et que madame Clement la transmettrait naturellement dans ses conversations avec d'autres, chaque répétition ajoutant des détails et des interprétations, l'histoire grandissant et évoluant comme le faisaient toujours les histoires, à St. Mary Mead, jusqu'à ce qu'elles parviennent finalement aux oreilles qu'elles devaient atteindre et produisent la réaction espérée par mademoiselle Marple. Le mercredi, la pluie avait cessé et le village avait retrouvé une routine presque normale. La mort de Sylvia Dane attendant l'enquête, mais généralement considérée comme accidentelle, tragique mais explicable. Le genre de choses qui arrivent lorsque des jeunes gens mélangent des somnifères et de l'alcool, malgré les avertissements médicaux. L'inspecteur Slack était retourné à Much Benham, apparemment satisfait de cette interprétation, et seules quelques personnes, dont mademoiselle Marple, continuaient à se creuser la tête sur cette question, incapables de la laisser reposer. Elle reçut une visite cet après-midi-là, inattendue mais pas tout à fait surprenante. Mademoiselle Cresswell, l'organiste, arriva sans prévenir et demanda d'une voix tremblante si mademoiselle Marple pouvait lui accorder quelques instants pour une conversation de nature plutôt délicate. Mademoiselle Marple l'accueillit, l'installa dans un fauteuil confortable, lui offrit du thé et de la sympathie, et attendit avec la patience de quelqu'un qui sait qu'une confession demande du temps et ne peut être précipitée. « J'ai fait quelque chose de terrible », finit par dire mademoiselle Cresswell, ses mains fines se tordant sur ses genoux. Pas terrible au sens criminel, mais moralement terrible, et je ne sais pas quoi faire, si je dois aller voir la police ou garder le silence, et j'ai pensé que vous pourriez peut-être me conseiller, étant si sage dans ces domaines. Ma chère mademoiselle Cresswell, je suis sûr que ce que vous avez fait n'est pas aussi terrible que vous l'imaginez, dit gentiment mademoiselle Marple. Notre conscience est souvent un juge bien plus sévère que ne le justifient les circonstances. J'ai menti à la police, dit mademoiselle Cresswell d'un air misérable. L'inspecteur Slack m'a demandé si j'avais parlé à Sylvia Dane jeudi soir, et j'ai répondu que non. Mais ce n'était pas vrai. Je lui ai parlé après le dîner, quand les gens se dispersaient. Je l'ai suivie dans la ruelle et je lui ai dit... Elle s'interrompit, les larmes coulant sur son visage émacié. Je lui ai dit qu'elle était méchante et cruelle, que les hommes comme le docteur Pettigrew étaient trop innocents pour reconnaître la manipulation quand ils la voyaient, qu'elle le détruirait comme elle avait détruit tous ceux qui avaient été assez stupides pour s'intéresser à elle. « Et qu'a-t-elle répondu ?» demanda calmement mademoiselle Marple. Elle a ri. Elle a dit que j'étais pathétique, que mon incapacité à attirer l'attention des hommes n'était pas de sa faute, que si je passais moins de temps à pleurer les occasions manquées et plus de temps à me rendre agréable, j'aurais peut-être plus de chance. Elle était cruelle, mademoiselle Marple, délibérément cruelle, comme peuvent l'être les gens beaux lorsqu'ils savent que leur beauté les met à l'abri des conséquences. Et ensuite, je... Mademoiselle Cresswell s'interrompit, le visage décomposé. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle souffrirait, que j'espérais que les somnifères qu'elle prenait lui donneraient des cauchemars, qu'elle méritait de souffrir pour la souffrance qu'elle avait causée aux autres. Et 2 heures plus tard, elle était morte, et je ne peux m'empêcher de penser que c'est moi qui l'ai provoquée, que ma colère a en quelque sorte causé ce qui s'est passé. Mademoiselle Marple tendit la main et tapota celle de la jeune femme avec une sincère compassion. « Ma chère, les souhaits ne tuent pas les gens, aussi fervents soient-ils. Vous avez parlé sous le coup de la colère, comme beaucoup de gens l'ont fait à travers l'histoire, et la plupart de ceux qu'ils ont maudits ont continué à vivre longtemps et prospérer. Vos paroles n'ont pas causé la mort de mademoiselle Dane. Mais j'ai menti à la police au sujet de ma conversation avec elle. Cela semble important, n'est-ce pas? Comme si j'avais quelque chose à cacher.
Vous aviez de la honte à cacher, pas de la culpabilité. Il y a une différence considérable. Je pense toutefois que vous devriez parler de cette conversation à l'inspecteur Slack lorsqu'il reviendra pour l'enquête. Non pas parce que cela changera quoi que ce soit à l'enquête, mais parce qu'il n'est jamais judicieux de mentir à la police, même pour des choses insignifiantes, et parce que vous libérer de ce poids vous permettra de faire votre deuil correctement, sans cette charge supplémentaire. Mademoiselle Cresswell partit quelque peu réconfortée, et Mademoiselle Marple resta assise longtemps après son départ, réfléchissant à la conversation et à ce qu'elle révélait sur la fin de la soirée de jeudi. Si Mademoiselle Cresswell avait rencontré Sylvia dans la ruelle après le dîner, qui d'autre aurait pu faire de même? La maison des Gables se trouvait à 15 minutes à pied de la salle paroissiale, et Sylvia aurait parcouru cette distance seule, dans l'obscurité, avec la lune des moissons pour éclairer son chemin. Une occasion rêvée pour quiconque souhaitait lui parler, la raccompagner chez elle, voire entrer dans la maison avec elle sous un prétexte quelconque et attendre qu'elle se prépare à se coucher. Le jeudi, l'enquête eut lieu dans la salle paroissiale où le souper des moissons avait eu lieu 6 jours plus tôt. La transformation de l'espace passant de la célébration à la procédure judiciaire, semblant en quelque sorte appropriée, comme si la pièce elle-même contenait tout l'arc de la tragédie. Le docteur Haydock témoigna de ses conclusions. Mort par empoisonnement aigu au barbiturique, la quantité correspondant à 2 doses complètes de Véronal prises à intervalles rapprochés, probablement combinées à de l'alcool, qui avait renforcé l'effet sédatif. Le jeune docteur Pettigrew témoigna avoir prescrit le médicament, avoir donné des avertissements explicites concernant le dosage et la combinaison avec du vin, la voix brisée lorsqu'il décrivit avec quel soin il avait instruit mademoiselle Dane et à quel point il était convaincu qu'elle avait compris. La gouvernante des Gables a témoigné que mademoiselle Dane était revenue du souper des moissons vers 10 heures, qu'elle semblait de bonne humeur, qu'elle avait mentionné se sentir fatiguée et avoir hâte de passer une bonne nuit de sommeil. Elle n'avait vu aucun visiteur arriver, n'avait entendu aucun bruit et avait découvert le corps à 7 heures le lendemain matin, lorsqu'elle avait apporté le thé habituel. Lady Harrington, trop malade pour témoigner en personne, avait fourni une déclaration écrite lue par son avocat, dans laquelle elle exprimait son choc et son chagrin face à la perte de sa chère compagne, qui avait apporté tant de lumière et de vivacité aux dernières années d'une vieille femme. Madame Radford a témoigné au sujet des préparatifs du souper de la moisson, confirmant que du vin avait été servi et que mademoiselle Dane avait bu au moins 2 verres à sa connaissance, voire plus. Le colonel Radford a déclaré n'avoir rien remarqué d'inhabituel dans le comportement de mademoiselle Dane ce soir-là, qu'elle semblait joyeuse et en bonne santé, et qu'il n'avait eu avec elle aucune conversation personnelle au-delà des plaisanteries habituelles. Mademoiselle Cresswell, suivant les conseils de mademoiselle Marple, a admis la confrontation dans l'allée, mais a insisté sur le fait qu'elle avait laissé mademoiselle Dane en vie et en bonne santé, bien qu'un peu agacée, et qu'elle était rentrée directement chez elle pour se coucher après cela. L'inspecteur Slack a déclaré que son enquête n'avait révélé aucune trace d'effraction aux Gables, aucun signe de lutte dans la chambre de mademoiselle Dane, aucun indice laissant penser que quelqu'un d'autre que la défunte était présent lorsqu'elle avait pris la dose fatale. Après une brève délibération, le coroner rendit un verdict de mort accidentelle, concluant que mademoiselle Sylvia Dane était décédée après avoir accidentellement consommé une double dose de somnifères prescrits, ayant peut-être oublié qu'elle avait déjà pris ses médicaments, dont l'effet avait été renforcé par la consommation d'alcool plus tôt dans la soirée. Tragique, certes, mais pas criminel, et un rappel édifiant des dangers de combiner des sédatifs avec de l'alcool, malgré les avertissements médicaux. Le village a accepté ce verdict avec le soulagement de ceux qui préféraient la certitude à la spéculation continue
et la vie a repris son cours habituel, chacun retournant à ses préoccupations privées et laissant Sylvia Dane s'effacer de la conscience, immédiate pour finir par devenir un souvenir, comme le font toujours les morts, pour que les vivants puissent continuer à vivre. Mais mademoiselle Marple, observant les visages pendant la lecture du verdict, avait vu ce qu'elle s'attendait à voir. Le soulagement visible de madame Radford, les épaules affaissées du colonel Radford. La façon dont il s'était regardé avec un soulagement partagé qui témoignait d'une crise surmontée. Elle rentra lentement chez elle, après l'enquête, son esprit réfléchissant aux dernières pièces du puzzle. Et ce soir-là, elle fit quelque chose d'assez inhabituel. Elle téléphona directement à l'inspecteur Slack et lui demanda s'il pouvait lui accorder quelques instants le lendemain matin pour une conversation importante. L'inspecteur, qui s'apprêtait à clore le dossier sur la mort de Sylvia Dane, accepta avec une réticence évidente et arriva au cottage de mademoiselle Marple à 10 heures le vendredi matin, son expression suggérant qu'il s'attendait à des divagations séniles ou à des commérages inutiles. Mademoiselle Marple lui servit du thé, l'installa dans son meilleur fauteuil et lui dit sans préambule « Inspecteur, je crois que Sylvia Dane a été assassinée et je crois savoir comment cela s'est passé et par qui. Mais pour le prouver, il faudra des ressources officielles bien plus importantes que celles dont je dispose. » Le scepticisme de l'inspecteur Slack était visible. Le coroner a conclu à une mort accidentelle, mademoiselle Marple. Le docteur Haydock n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. La jeune fille a pris trop de somnifères après avoir bu du vin. C'est tragique, mais pas mystérieux. Je me demande, dit doucement mademoiselle Marple, si vous avez pris en considération les chrysanthèmes. Les quoi? Les compositions florales du souper des moissons. La composition florale de madame Radford comprenait des chrysanthèmes blancs exceptionnellement développés pour un début septembre, ainsi que des roses d'un rouge profond qui fleurissent rarement après le mois d'août. Il s'agissait de fleurs de serre cultivées spécialement pour l'occasion par Benson, le jardinier de madame Radford. Je les ai remarquées lors de la réunion du comité, vous vous en souvenez peut-être. Et j'ai fait remarquer que des fleurs de serre, destinées à un événement le jeudi, risquaient de ne pas tenir jusqu'au service du dimanche. Je ne vois pas le rapport entre des fleurs et une mort par somnifère. Patience, inspecteur. Vous voyez, samedi, pendant les festivités, j'ai remarqué que les compositions élaborées de madame Radford avaient été remplacées par des décorations beaucoup plus simples, cueillies dans le jardin de quelqu'un le matin même. Lorsque je me suis renseigné, on m'a répondu que madame Radford avait décidé que les compositions originales étaient trop festives compte tenu des circonstances tragiques et avait demandé qu'elles soient retirées. Mais cela m'a semblé étrange, car ces compositions représentaient une dépense et un effort considérables, et parce que madame Radford avait insisté avec force lors de la réunion du comité sur leur supériorité et leur longévité. Peut-être avait-elle changé d'avis. Ou peut-être avait-elle besoin de les faire retirer pour une raison tout à fait différente. Vous voyez, je me suis mis à m'interroger sur ces chrysanthèmes. Pourquoi avaient-ils fleuri si tôt et de manière si abondante? Et je me suis souvenu d'une affaire remontant à plusieurs années, impliquant un jardinier qui avait forcé la floraison précoce de chrysanthèmes en les traitant avec un mélange contenant des produits chimiques très puissants, dont certains étaient toxiques en cas d'ingestion. Je me suis demandé si Benson avait pu utiliser des méthodes similaires, et si madame Radford, qui était si fière de son jardin et aurait supervisé personnellement ses arrangements, savait quelle substance avait été utilisée. L'expression de l'inspecteur Slack était passée du scepticisme à quelque chose qui ressemblait à de l'attention. Vous suggérez que les fleurs ont été empoisonnées. Pas les fleurs elles-mêmes, mais l'eau dans laquelle elles baignaient, traitée avec des produits chimiques qui, je suppose, comprenaient des composés renforçant les effets sédatifs des barbituriques.
Il aurait été très simple, n'est-ce pas, pour quelqu'un de prendre une petite fiole de cette eau traitée provenant de la composition florale et de la glisser dans le verre de quelqu'un pendant une soirée où tout le monde était distrait, où le vin coulait à flot et où les gens se déplaçaient librement. Le verre d'eau de Sylvia Dane à table pendant le dîner, quelqu'un a-t-il vérifié ce qu'il contenait à part de l'eau? Le verre a été retiré et lavé après le repas, a admis l'inspecteur Slack. Nettoyage standard. Personne n'a pensé à le conserver, car il n'y avait aucune raison de soupçonner un empoisonnement. Non, il n'y en aurait pas eu, car le poison, si on peut l'appeler ainsi, ne l'aurait pas tué immédiatement. Il aurait simplement renforcé l'effet du somnifère qu'elle a pris plus tard, transformant ce qui aurait pu être une dose simplement excessive en une dose mortelle. Très astucieux, en fait. Le meurtrier n'avait pas besoin d'accéder à la chambre de Mademoiselle Dane, ni de la forcer à prendre des médicaments supplémentaires, ni d'être près d'elle lorsqu'elle est morte. Il lui suffisait de s'assurer que lorsqu'elle prendrait sa dose prescrite de Véronal avant de se coucher, son organisme réagirait comme si elle en avait pris 2 ou 3 fois plus. L'inspecteur Slack resta silencieux pendant un long moment. Même si votre théorie est correcte, l'eau traitée a disparu depuis longtemps. Les compositions florales ont été retirées, les vases lavés, les fleurs jetées. Il n'y a aucune preuve à trouver. Je me demande, dit mademoiselle Marple d'un air pensif, si vous pourriez vous renseigner sur ce qu'il est advenu de ces fleurs après qu'elles aient été retirées du hall. Je soupçonne qu'elles ont été emmenées à l'église pour y être jetées, comme c'est souvent le cas pour les fleurs coupées, qui sont placées sur le tas de compost derrière le cimetière. Et je me demande si le jardinier de Madame Radford, Benson, se souvient des produits qu'il a utilisés pour forcer ses chrysanthèmes, et si certains de ces produits se trouvent encore dans son abri de jardin. Les jardiniers sont très méticuleux dans leur méthode, inspecteur. Ils tiennent des registres. Et vous pensez que Madame Radford est capable de cela? Je pense que Madame Radford est capable de se protéger, elle et son mari, contre la divulgation d'un secret de leur passé que Sylvia Dane avait découvert et menaçait de révéler. Je ne sais pas quel était ce secret, mais je soupçonne qu'il avait un rapport avec le passé de Madame Radford avant son mariage avec le colonel, quelque chose qui aurait détruit leur position sociale s'il avait été révélé. Sylvia Dane la faisait chanter ou menaçait de le faire, et Madame Radford n'est pas une femme qui accepte les menaces à la légère. Elle a l'habitude de commander, de contrôler, de gagner. Elle n'aurait pas agi de manière impulsive, elle est bien trop intelligente pour cela, mais elle aurait reconnu l'opportunité que lui offrait le dîner de la récolte de jeudi. Vu comment l'insomnie de Sylvia et le somnifère qui venait de lui être prescrit pouvaient être mis à profit, et elle aurait agi. C'est une accusation assez grave, basée sur des compositions florales et des spéculations. Alors enquêtez sur les fleurs, inspecteur. Interrogez le jardinier. Vérifiez s'il reste de l'eau traitée dans les vases ou les bouteilles chez Madame Radford. Recherchez les transactions financières qui pourraient indiquer des paiements de chantage. Et peut-être plus révélateur encore, découvrez quel secret Sylvia Dane avait découvert qui la rendait si confiante qu'elle pouvait menacer Madame Radford en toute impunité. Je soupçonne que vous découvrirez que l'identité respectable soigneusement construite par Madame Radford cache un passé qu'elle a passé des décennies à essayer d'échapper, peut-être un précédent mariage, peut-être une implication dans un scandale, peut-être quelque chose qui ferait reculer d'horreur les relations militaires de son mari si cela venait à être connu. C'est ce qui l'a poussée au meurtre, inspecteur. Pas la passion ou une rage soudaine, mais la défense calculée de tout ce qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. L'inspecteur Slack repartit avec beaucoup plus de matière à réflexion qu'il n'en avait à son arrivée, et mademoiselle Marple retourna à son tricot avec la satisfaction d'avoir fait ce que sa conscience lui dictait, même si elle n'avait guère d'espoir que la justice finisse par prévaloir. Les preuves qu'elle avait décrites étaient au mieux circonstancielles, au pire probablement détruites,
et Madame Radford aurait été bien trop prudente pour laisser des traces évidentes. Néanmoins, le doute avait été semé, et même si la justice légale s'avérait insaisissable, le type de justice dont les petits villages sont spécialisés, la connaissance, les rumeurs, l'isolement social, allait progressivement éroder la position de Madame Radford, quel que soit le verdict. Elle eut raison plus tôt que prévu. L'inspecteur Slack, à son honneur, prit au sérieux les suggestions de Mademoiselle Marple et mena les enquêtes qu'elle avait recommandées. Interrogé, Benson, le jardinier, confirma qu'il avait utilisé un produit commercial pour forcer les chrysanthèmes et présenta le récipient ainsi que des notes détaillées sur son utilisation. L'analyse du produit révéla qu'il contenait des substances qui renforçaient considérablement les effets sédatifs des barbituriques, pouvant transformer une dose médicalement appropriée en une dose mortelle. Les compositions florales, retrouvées dans le tas de compost de l'église, présentaient des résidus compatibles avec la présence du produit dans leur eau. Plus accablant encore, l'avocat Pritchard, sous la pression, a révélé que Sylvia Dane l'avait effectivement consulté au sujet de sa défense contre des accusations historiques et qu'au cours de cette consultation, elle avait mentionné qu'elle possédait des documents prouvant que Madame Radford, née Clement Ashford, avait été précédemment mariée à un homme décédé dans des circonstances suspectes en Inde 30 ans plus tôt, que le mariage avait été étouffé par les autorités militaires et que Madame Radford s'était ensuite complètement réinventée avant de rencontrer et d'épouser le colonel Radford sous de faux prétextes. Sylvia avait obtenu ces informations du neveu de Lady Harrington, avec lequel elle avait eu une liaison avant d'être engagée comme dame de compagnie de sa tante. Tout cela avait été son idée, un moyen de garder sa maîtresse près de lui tout en paraissant respectable. Mais la liaison avait tourné au vinaigre lorsque Sylvia avait commencé à exiger le mariage et à menacer de révéler diverses indiscrétions s'il refusait. Le neveu, cherchant à se débarrasser d'elle, sans scandale, avait partagé des informations sur le passé de Madame Radford, suggérant que si Sylvia voulait de l'argent, il y avait des cibles plus riches à St. Mary Mead que la fortune d'une vieille dame. Sylvia, voyant là une opportunité, avait approché Madame Radford pour lui demander de l'argent et de garder le silence sur le testament de Lady Harrington. Madame Radford, confrontée à la destruction de tout ce qu'elle avait soigneusement construit au fil des décennies, avait préféré le meurtre à la révélation. Elle fut arrêtée discrètement un mardi matin, accusée de meurtre par empoisonnement, délibéré, et le scandale qui éclata était précisément celui que Madame Radford avait voulu éviter en commettant son crime, mais en pire, car il concernait désormais non seulement son passé inventé, mais aussi son crime désespéré. Le colonel Radford, qui ne savait apparemment rien du précédent mariage de sa femme ni de son passé suspect, vieillit de 10 ans du jour au lendemain, son attitude militaire s'effondrant dans un désarroi dévastateur. Le procès, lorsqu'il eut lieu, fut heureusement bref, Madame Radford conservant un calme glacial tout au long et n'offrant aucune défense au-delà d'un déni catégorique qui ne convainquit personne. Elle fut condamnée et St. Mary Mead absorba un nouveau scandale dans sa longue histoire de faiblesse humaine et d'échecs moraux. L'histoire s'installa progressivement dans le rythme confortable des récits qui allaient se perpétuer pendant des décennies, chaque version ajoutant ou supprimant des détails selon les préférences du narrateur, jusqu'à ce que finalement la vérité et ses élaborations deviennent indiscernables et fassent simplement partie des traditions du village. Mademoiselle Marple, assise dans son jardin par un après-midi frais d'octobre, réfléchit à toute cette triste affaire avec ce mélange de pitié et d'acceptation qui caractérisait sa vision de la nature humaine. Madame Radford avait bâti toute sa vie d'adulte sur un mensonge, avait maintenu ce mensonge avec une discipline rigide pendant 30 ans. Et lorsqu'elle avait été menacée d'être démasquée, elle avait choisi de tuer
plutôt que d'affronter les conséquences de la vérité. Elle n'était ni un monstre ni une innocente, simplement une femme qui avait fait des choix terribles et les avait aggravés par d'autres choix encore pires, qui accordaient plus d'importance à sa réputation qu'à sa conscience et au contrôle qu'à la moralité, qui se croyait justifiée de commettre un meurtre parce que l'alternative, la destruction sociale et l'humiliation personnelle, lui semblait pire que la mort. Sylvia Dane n'était pas innocente non plus, reconnaissait Miss Marple. Belle, insouciante, manipulatrice, prête à exploiter les secrets des autres à son propre avantage, elle avait joué un jeu dangereux avec des personnes dont elle avait sous-estimé le désespoir. Les maîtres chanteurs éprouvent rarement de la sympathie pour leurs victimes, ne voyant que la faiblesse exploitable et non la terreur humaine que cette faiblesse provoque. Sylvia se croyait en sécurité parce qu'elle détenait le secret, ne comprenant pas que le détenteur du secret devient une cible plutôt qu'une personne protégée. Et qu'en était-il des autres, pris dans cette toile? Le colonel Radford, dont la carrière honorable s'était terminée par la disgrâce de sa femme. Mademoiselle Cresswell, dont les paroles de colère à l'égard d'une jeune fille aujourd'hui décédée la hanteraient à jamais. Le jeune docteur Pettigrew, qui remettrait en question chaque ordonnance qu'il prescrirait pour le reste de sa vie professionnelle. Lady Harrington, dont les dernières années seraient marquées par la certitude que sa compagne avait été assassinée à cause de la cruauté désinvolte de son neveu. Ils étaient tous victimes, à leur manière, subissant les conséquences des choix faits par d'autres, leur vie bouleversée par une violence qu'ils n'avaient pas anticipée et qu'ils n'avaient pas pu empêcher. Les roses du jardin, ces véritables roses de septembre qui fleurissaient sans forçage ni amélioration chimique, étaient maintenant presque fanées, leurs pétales tombant dans les nuits fraîches, la saison tournant comme les saisons doivent tourner, indépendamment des drames ou des tragédies humaines. Miss Marple coupa les dernières fleurs fanées, ses vieilles mains manipulant délicatement les tiges fragiles, et réfléchit à combien le mal humain se parait de respectabilité, combien souvent le meurtre revêtait un costume de soirée et servait le thé, combien les plus grands dangers ne venaient pas de sources évidentes, mais de visages familiers assis à table ou à côté d'elle à l'église. St. Mary Mead se remettrait, comme tous les villages, le rythme quotidien de la vie s'avérant plus fort que n'importe quel scandale ou tragédie. Les visites matinales continueraient, les comités se réuniraient, la cloche de l'église sonnerait à l'heure habituelle, et les gens continueraient d'être des gens, imparfaits, craintifs, parfois nobles, souvent terribles, toujours fascinants par leur capacité infinie à faire le bien et le mal. Elle comprenait cela de la nature humaine, elle le comprenait depuis des décennies. C'est pourquoi rien ne la surprenait, même si beaucoup de choses l'attristaient encore. Elle retourna à son cottage alors que le crépuscule tombait, la soirée d'octobre fraîche et claire, le ciel dévoilant ses premières étoiles, et s'installa dans son fauteuil, avec son tricot et ses pensées tranquilles. La laine glissait entre ses doigts, en formant des motifs aussi anciens et familiers que la faiblesse humaine, aussi fiable que l'échec moral, aussi éternel que la capacité de violence qui se cache sous le mince vernis de la civilisation. Un autre mystère résolu, un autre meurtrier traduit en justice, un autre rappel que le mal prospérait dans des endroits ordinaires parmi des gens ordinaires, que les ténèbres avaient un visage familier, que la sécurité était une illusion et que le danger était partout. Mais aussi, et c'était important, un autre rappel que la vérité persistait malgré les mensonges, que la justice prévalait parfois malgré les obstacles, qu'une observation attentive et un raisonnement patient pouvaient démêler même les tromperies les plus habiles. Elle trouvait du réconfort dans cela, dans son petit rôle de témoin et d'agent de révélation, même si elle savait que ce réconfort était froid, que les victoires étaient incomplètes, que les fins n'étaient jamais tout à fait satisfaisantes. La justice ne ressuscitait pas les morts, ne rendait pas l'innocence et ne guérissait pas les blessures infligées par la violence.
Elle imposait simplement des conséquences à ceux qui les avaient méritées, ce qui était déjà quelque chose, même si ce n'était jamais suffisant. La lune des moissons, désormais réduite à un croissant, pendait bas dans le ciel qui s'assombrissait, et mademoiselle Marple pensa à la double signification du mot « moisson ». Récolte, mais aussi jugement, abondance, mais aussi bilan, le travail de l'année enfin évalué, et jugé suffisant ou insuffisant. Madame Radford avait semé des mensonges et récolté une catastrophe. Sylvia Dane avait cultivé la manipulation et récolté la mort. Et le village avait été témoin des deux et s'en souviendrait, sa longue mémoire servant d'avertissement à ceux qui viendraient après, que les actions avaient eu des conséquences, que les secrets finissaient par être révélés, que les meurtres ne restaient jamais cachés éternellement, même s'ils étaient planifiés avec ingéniosité. Elle termina le rang qu'elle était en train de tricoter, posa son ouvrage et s'assit tranquillement, tandis que l'obscurité s'installait, ses yeux bleu porcelaine perdus dans des pensées qu'elle ne partagerait avec personne, son expression paisible malgré tout ce qu'elle avait vu et compris. Elle était très âgée et avait été témoin de nombreuses folies humaines au cours de sa longue vie, et elle ne s'attendait plus à ce que les gens soient meilleurs qu'ils ne l'étaient. Mais elle ne leur permettait plus non plus d'être pires sans conséquence, et cela, pensait-elle, était le mieux qu'une vieille fille aux yeux perçants et à l'esprit vif pouvait offrir à un monde déterminé à répéter ses erreurs avec de légères variations à chaque génération. Demain serait un autre jour, un autre cycle de la vie du village, une autre occasion d'observer la nature humaine dans toute sa terrible et fascinante diversité. Et elle serait là pour regarder, écouter et parfois agir lorsque l'observation seule ne suffisait pas. C'était son rôle, sa raison d'être, sa contribution discrète à un monde qui l'ignorait la plupart du temps, mais qui avait parfois besoin de ce qu'elle seule pouvait offrir. Pas d'héroïsme. Elle ne s'était jamais imaginée héroïque, mais simplement d'être témoin, d'être attentive, d'être disposée à voir ce que les autres négligeaient et à dire ce que les autres préféraient taire. Les chrysanthèmes avaient fleuri trop tôt, forcés à une perfection artificielle, et leur beauté cachait un poison, tout comme la respectabilité de Madame Radford cachait un meurtre. Mademoiselle Marple avait remarqué les deux, car elle remarquait toujours ce genre de choses, les petits détails qui révélèrent de grandes vérités, les anomalies superficielles qui indiquaient une corruption plus profonde. Cette capacité à voir au-delà des apparences agréables pour découvrir des réalités désagréables était à la fois un don et un fardeau, et elle la supportait avec la résignation de quelqu'un qui comprenait que la connaissance apportait des responsabilités, mais aussi l'isolement, la sagesse, mais aussi la tristesse. Elle se leva péniblement de sa chaise, ses vieux os protestant contre le mouvement, et se prépara à aller se coucher avec le soin méthodique d'une routine de personne âgée. Alors qu'elle s'installait sous ses couvertures dans la petite chambre où elle dormait depuis 40 ans, sa dernière pensée avant que le sommeil ne l'emporte fut simple et mélancolique. La pleine lune avait décliné, le festival était terminé depuis longtemps, et un autre meurtre avait été résolu, mais la nature humaine restait inchangée et immuable, toujours capable de nouvelles variations sur les mots anciens. Et demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, quelqu'un quelque part ferait des choix terribles pour des raisons familières, et la roue tournerait à nouveau, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours, jusqu'à ce que la moisson finale les rassemble tous.